Bonjour, nous allons nous intéresser dans cette capsule à l'impact des interactions sociales sur l'apprentissage, et plus particulièrement sur l'impact des activités collaboratives sur ce qui est souvent nommé aujourd'hui l'intelligence collective. Voici une série de sociétés actives aujourd'hui qui mettent en place des pratiques collaboratives innovantes en utilisant le potentiel qu'offrent les technologies. Le passage d'un mode d'échange et de communication verticale très hiérarchique à un mode horizontal, plus participatif, en tous les cas qui permet de se passer des intermédiaires, a modifié considérablement les pratiques dans de nombreux secteurs. C'est ce que Bernard Stiegler nomme des pratiques disruptives, c'est-à-dire qu'elles rompent avec les usages habituels, qu'elles sont perturbatrices. Ce phénomène a donné naissance à un néologisme, celui d'ubérisation, en accordant beaucoup d'importance, sans doute trop, à une plateforme qui a révolutionné, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, je ne fais que constater, le monde du transport des personnes en taxi. En reliant via un site internet dédicacé les demandeurs de déplacement et ceux qui peuvent offrir des services, à des coûts parfois bien moins élevés, mais au détriment de la protection sociale des individus, et en transgressant toute une série de règles relatives au droit de travail et de la sécurité sociale, cette pratique a révolutionné le secteur. Il y a une nouvelle concurrence qui est apparue. Déloyale ou pas, chacun se fera son opinion. Ce qui est sûr, c'est que les secteurs touchés verront se réguler certaines de leurs pratiques dans les années à venir. Et ce sont toutes les facettes de la société qui sont touchées par le phénomène. De la restauration à l'immobilier, les voyagistes et le secteur de la santé. L'éducation ne peut pas ignorer la mouvance dans laquelle le monde évolue. Des sites comme la Khan Academy, l'apparition d'institutions qui dispensent des formations hors du circuit classique, l'apparition de phénomènes massifs et ouverts comme les MOOC en sont une forme de mise en œuvre dans le domaine de l'enseignement et de l'apprentissage. Ces pratiques mettent en œuvre des modalités collaboratives rendues possibles grâce aux fonctions de communication et d'échange qu'autorisent aujourd'hui les réseaux, les technologies, les développements d'applications sur Internet de plus en plus souples et interactifs. Les individus créent des réseaux parallèles à ceux existants qui se croyaient établis, et c'est le fonctionnement de secteurs entiers dont le quasi-monopole est parfois remis en question. En ce qui concerne l'apprentissage collaboratif, peut-on lui attribuer une valeur différente par rapport à l'apprentissage individuel? Que dit finalement la recherche à ce sujet? Alors, 2/3 des recherches mettent en avant des bénéfices d'apprentissage favorables aux apprenants lorsqu'ils travaillent de manière collaborative. C'est ce que vous voyez sur la droite du schéma qui vous est présenté. Cela signifie donc qu'un tiers de ces apprentissages collaboratifs ne sont pas plus efficaces que l'apprentissage individuel. Ces activités collaboratives recouvrent en effet de nombreuses réalités et demandent à bien appréhender les conditions dans lesquelles elles sont efficaces. Et c'est ce que nous allons traiter dans la suite de ces capsules. Quel lien peut-on faire entre l'activité collaborative et l'intelligence collective? Alors l'intelligence collective, c'est celle qu'on a souvent d'abord attribuée aux fourmis, aux abeilles. Et puis c'est Pierre Lévy qui, dans les années 90, a insisté sur la manière dont on pouvait la comprendre chez l'être humain. Et surtout, c'est bien ce concept d'intelligence collective qui fonde nos sociétés contemporaines à l'ère du numérique, lequel en décuple les manifestations. Et sur quoi repose ce concept d'intelligence collective? Eh bien, essentiellement sur 3 éléments, comme le signale la définition de Lévy parue dans Le Monde en 1995. Premièrement, la variété, donc une reconnaissance de la valeur, de la différence. Nous sommes différents. Ensuite, la distribution. Elle existe à de multiples endroits. Il n'y a pas qu'un seul lieu dans lequel la connaissance est accessible. Et enfin, la qualité, la valorisation de ces apports. Chacun apporte sa pierre à l'édifice commun. Et bien sûr, la capacité, aujourd'hui, à tous ces échanges à s'opérer rapidement, grâce au réseau dont les technologies augmentent les capacités d'action.
À l'époque, Pierre Lévy avait pour ambition de créer des outils logiciels et des algorithmes qui mettaient en correspondance les individus selon leurs qualités spécifiques. C'était déjà à l'époque cette vision de ce qu'est devenu l'ubérisation aujourd'hui, sans doute d'une manière plus romantique à l'époque et sans doute moins commerciale. Ces théories ont été développées par d'autres chercheurs comme Wegner et Lewis, mais c'est le concept de système de mémoire transactive décrit et expérimenté par Estelle et Nicolas Mikinov qui est sans doute le plus abouti. Selon eux, la mémoire transactive est le fait qu'elle est spécialisée. Chacun a des qualités différentes de son voisin. L'un est graphiste, l'autre peut programmer, et le troisième est un créatif. Qu'elle est identifiée. Chacun prend bien conscience des compétences que possèdent les autres. Et bien entendu, qu'elle est coordonnée. Il est fait appel aux compétences des uns et des autres, selon les besoins de la collectivité.